Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Chaque année, des millions de musulmans à travers le monde observent le Ramadan, un mois souvent résumé au jeûne. Mais derrière l'abstinence alimentaire se cache une réalité bien complexe, biologique, sociale et profondément spirituelle. Décryptage Edouard Sfer. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire islamique. Il commémore la première révélation du Coran au prophète Mohammed. Du lever au coucher du soleil, les fidèles s'abstiennent de manger, de boire et de fumer. Mais réduire le Ramadan au jeûne serait scientifiquement et spirituellement incomplet. Le jeûne intermittent, observé durant le Ramadan, entraîne des modifications physiologiques mesurables. Après plusieurs heures sans apport calorique, l'organisme puise dans ses réserves de sucre stockées. Il active progressivement la lipolyse, c'est-à-dire l'utilisation des graisses comme source d'énergie. Certaines études observent une amélioration temporaire de la sensibilité à l'insuline. Le rythme circadien, en revanche, est perturbé. Le sommeil se fragmente, l'alimentation nocturne modifie l'horloge biologique. Ainsi, le Ramadan met à l'épreuve les mécanismes d'adaptation métabolique humains. Mais le Ramadan ne se limite pas à des mécanismes biologiques. Sa portée est avant tout spirituelle et sociale. Le jeûne s'accompagne d'une intensification de la prière, de la lecture du Coran et de l'aumône. La spiritualité islamique considère le Ramadan comme un temps de purification intérieure. La privation volontaire développe l'autocontrôle, l'empathie envers les plus démunis et le sentiment d'appartenance communautaire. Il s'agit aussi d'un mois de discipline. Discipline, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de boire et de manger. Il faut aussi s'abstenir des actes néfastes contre autrui. Il s'agit aussi d'éliminer nos comportements négatifs et aussi de s'abstenir de faire du mal à autrui. Personnellement, c'est un choix volontaire, un choix de me priver dans un rythme effréné, ou dans un monde de consommation où nous avançons avec une vitesse très rapide et où nous refusons de nous priver parfois de certaines choses, estimant que c'est des choses qui sont indispensables dans notre vie. Les neurosciences montrent d'ailleurs que les pratiques méditatives et spirituelles régulières modulent les circuits de l'attention et de la régulation émotionnelle. Cette année encore, la dimension spirituelle du mois sacré croise l'actualité. En Israël, les autorités ont annoncé que 10 000 fidèles palestiniens seront autorisés à prier sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. L'esplanade abrite la mosquée d'Al-Aqsa, 3e lieu saint de l'islam. Pour les musulmans, prier à Al-Aqsa pendant le Ramadan revêt une signification spirituelle majeure. Dans un contexte géopolitique tendu, ces autorisations prennent aussi une dimension diplomatique et sécuritaire. Plus qu'un simple jeûne, le Ramadan est un mois de transformation, un temps où le corps ralentit, où l'esprit s'intensifie et où la communauté se rassemble. Entre biologie, foi et enjeux contemporains, il demeure l'un des phénomènes religieux les plus observés et les plus étudiés au monde. Mercredi des cendres ou lundi des cendres, chaque année, le début du carême soulève la même question. Pourquoi deux appellations et surtout, pourquoi parle-t-on de 40 jours de jeûne alors que le calendrier en compte 46? Réponse dans ce reportage. Dans la tradition catholique, tout commence le mercredi des cendres. Un rite sobre et puissant. Le prêtre trace une croix de cendres sur le front des fidèles. Un geste qui rappelle la fragilité humaine. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ce jour marque l'entrée dans le carême, temps de jeûne, de prière et de conversion. Dans les églises orthodoxes, il n'y a pas de rite des cendres. Le carême débute le Clean Monday, aussi appelé lundi pur, une journée marquée par le jeûne et la purification spirituelle. Au Liban, où tradition catholique et orthodoxe coexistent, la confusion est fréquente. Mais dans la liturgie catholique, le terme lundi des cendres n'existe pas. Les latins vont commencer le carême le mercredi et qu'ils appellent le mercredi des cendres pour ne pas gaspiller les repas du dimanche. Alors que les maronites vont commencer le lundi et ça s'appelle le lundi des cendres. Et dans les deux cas,
La question des centres est une question biblique très ancienne qui est héritée du judaïsme et elle explique un peu le pardon et la réconciliation. L'Église byzantine à elle, que ce soit les orthodoxes ou les grecs catholiques, n'ont pas de pratique spécifique pour le lundi. Cependant, ils ont le dimanche qui vient juste après, qui s'appelle le dimanche du pardon. Donc, dans les trois églises que nous connaissons, que ce soit l'église latine, l'église maronite, toutes les deux catholiques, et l'église byzantine, toutes les trois églises ont cette idée, ce cap, que le carême est une période de réconciliation et de pardon. Mais une autre question intrigue. Si le carême dure 40 jours, pourquoi commence-t-il 46 jours avant Pâques? Le carême s'achève à la veille de Pâques, entre le mercredi des Cendres et Pâques. On compte 46 jours calendaires, mais les dimanches ne sont pas considérés comme des jours de jeûne. Pourquoi? Parce que chaque dimanche célèbre déjà la résurrection du Christ. Le jeûne que nous vivons actuellement n'a pas été pareil depuis le début du christianisme. Comme pratique aussi, il est question de l'abstention de tout ce qui vient, de tout ce qui provient, de l'animal. Ça veut dire la viande et le blanc. Et l'idée par derrière, c'est que l'essentiel du jeûne, c'est de s'abstenir de la protéine pour se nourrir principalement de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Un jour de fête ne peut pas être un jour de pénitence. Résultat, 46 jours moins 6 dimanches égale 40 jours effectifs de carême. Un chiffre hautement symbolique dans la Bible. 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert, 40 ans d'errance du peuple hébreu, le nombre 40 évoque l'épreuve, le passage, la transformation. Mercredi des Cendres chez les catholiques, lundi pur chez les orthodoxes. Deux traditions, un même esprit, un temps de réflexion et de renouveau. Et au-delà des chiffres du calendrier, un symbole fort, 40 jours pour se recentrer avant les lumières de Pâques. Edward Sfer, Télé Liban. En Israël, les déclarations du ministre d'extrême droite Smotrich appelant à encourager l'émigration des Palestiniens et à annuler les accords d'Oslo suscitent de vives réactions, tandis qu'à l'ONU, plus de 80 États dénoncent des mesures israéliennes jugées contraires au droit international en Cisjordanie. Les déclarations du ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich ravivent les tensions autour du conflit israélo-palestinien. Lors d'une réunion de son parti, le ministre d'extrême droite a appelé à encourager l'émigration des Palestiniens de la bande de Gaza et de la Cisjordanie occupée, affirmant vouloir établir la souveraineté israélienne sur ces territoires. Il a également déclaré vouloir annuler officiellement et concrètement les accords d'Oslo qui encadrent depuis les années 1990 les relations entre Israéliens et Palestiniens, estimant qu'il n'existe pas d'autre solution à long terme. Ces propos s'inscrivent dans le cadre de son programme baptisé « Colonisation 2030 », présenté en vue des élections législatives attendues d'ici octobre 2026. Dans le même temps, la pression internationale s'intensifie. À New York, 85 États membres des Nations Unies ont condamné dans une déclaration commune les nouvelles mesures israéliennes visant, selon eux, à étendre la présence d'Israël en Cisjordanie occupée. Parmi les signataires figurent notamment la France, la Chine, l'Arabie saoudite et la Russie, ainsi que l'Union européenne et la Ligue arabe, qui dénoncent des décisions unilatérales contraires au droit international et mettent en garde contre un risque d'annexion du territoire palestinien. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui aussi appelé Israël à revenir immédiatement sur ces mesures, les jugeant illégales et déstabilisantes. Au cœur des critiques figure la décision récente d'accélérer l'enregistrement foncier en Cisjordanie, après l'adoption d'un texte facilitant les achats de terres par les colons. Aujourd'hui, plus de 500 000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie, aux côtés d'environ 3 millions de Palestiniens, dans un contexte de violence accrue depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas en octobre 2023. Ces déclarations et réactions illustrent l'inquiétude croissante de la communauté internationale face à un dossier qui continue de fragiliser les perspectives de paix au Moyen-Orient. L'Iran et la Russie vont mener des exercices navals conjoints en mer d'Oman dans un contexte de fortes tensions régionales marqué par la reprise des discussions entre Téhéran et Washington et le déploiement des forces militaires dans le Golfe.
Téhéran et Moscou renforcent leur coopération militaire. L'Iran et la Russie doivent mener des manœuvres navales conjointes en mer d'Oman et dans le nord de l'océan Indien, selon l'agence de presse iranienne et SNA. Ces exercices, annoncés par le contre-amiral Hassan Marsoudlo, visent à renforcer la sécurité maritime dans la région, ainsi que les relations entre les marines des deux pays, sans précision sur leur durée. Ils interviennent dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, alors que l'Iran vient de tenir une nouvelle session de pourparlers avec les États-Unis sur son programme nucléaire. Parallèlement, les gardiens de la révolution mènent depuis lundi des manœuvres militaires dans le détroit stratégique d'Ormuz, un passage clé pour le transport mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Le détroit a d'ailleurs été partiellement fermé pendant quelques heures mardi pour des raisons de sécurité, selon la télévision d'État iranienne. Téhéran a à plusieurs reprises menacé de bloquer ce passage en cas d'escalade avec Washington, même si cette menace n'a jamais été mise à exécution. De leur côté, les États-Unis ont déployé une importante force navale dans le Golfe, laissant planer la possibilité d'une intervention militaire si aucun accord n'est trouvé avec la République islamique. Ces nouvelles manœuvres illustrent la montée des tensions militaires dans une région déjà hautement stratégique, alors que les efforts diplomatiques peinent à apaiser la rivalité entre l'Iran et les puissances occidentales. À Genève, les négociations trilatérales entre Russes, Ukrainiens et Américains se sont achevées après 2 jours de discussions qualifiées de difficiles. Si Washington évoque un progrès dans le processus, les divergences restent profondes et aucune avancée concrète n'a été annoncée pour mettre fin à 4 années de guerre. À Genève, les pourparlers destinés à trouver une issue diplomatique à la guerre en Ukraine se sont achevés après 2 jours de discussions intenses. Le chef de la délégation russe, Vladimir Medinsky, a qualifié les négociations de difficiles mais professionnelles, précisant qu'elles avaient duré de longues heures mardi et environ 2 heures mercredi. Il a également assuré qu'une nouvelle rencontre aurait lieu prochainement. Ces discussions trilatérales réunissaient Moscou, Kiev et Washington sous médiation américaine, avec pour objectif de tenter de rapprocher les positions après 4 ans de conflit. Malgré l'absence de percées majeures, les échanges ont été jugés suffisamment constructifs par les États-Unis. L'émissaire américain Steve Witkoff a évoqué un progrès significatif, soulignant que le simple fait d'avoir réuni les deux parties autour de la table constituait une avancée dans le processus diplomatique. Sur le fond, les divergences restent cependant profondes. Les négociations s'appuient sur un plan américain qui prévoit notamment des concessions territoriales de la part de Kiev en échange de garanties de sécurité occidentale, une perspective que l'Ukraine continue de rejeter à ce stade. Le président Volodymyr Zelensky a plusieurs fois mis en doute la volonté réelle de Moscou de négocier, alors que la Russie contrôle près de 20% du territoire ukrainien. Parallèlement, les combats se poursuivent sur le terrain avec de nouvelles frappes russes ayant provoqué des blessés et des coupures d'eau et de chauffage à Odessa, rappelant la pression militaire qui accompagne ces discussions. Dans ce contexte, la fin de ce cycle de négociations marque une étape supplémentaire du dialogue, mais l'issue reste incertaine tant les positions des deux camps demeurent éloignées, laissant planer le doute sur la possibilité d'un accord à court terme. Au sommet mondial sur l'intelligence artificielle à New Delhi, les géants américains de la tech multiplient les annonces d'investissement en Inde. Entre partenariats industriels et projets d'infrastructure, ces initiatives illustrent l'ambition du pays de devenir un acteur incontournable de l'IA dans la prochaine décennie. Veut s'imposer comme une puissance mondiale de l'intelligence artificielle et les annonces se multiplient à l'occasion du sommet de New Delhi. Le géant américain des semi-conducteurs Nvidia a annoncé un partenariat avec l'entreprise indienne L&T pour créer ce qui est présenté comme la plus grande usine d'intelligence artificielle du pays. Selon son patron, Jensen Huang, ce projet vise à poser la première pierre d'une infrastructure d'intelligence artificielle de niveau mondial pour soutenir la croissance économique indienne. Concrètement, l'accord prévoit l'équipement de centres de données d'une capacité de 30 MW à Chennai et de 40 MW à Bombay, grâce aux puces de pointe du groupe américain. Nvidia a également annoncé un autre partenariat avec la société indienne Yotta dans le cadre d'un investissement de 2 milliards de dollars. Ces initiatives s'inscrivent dans une dynamique plus large. Le gouvernement indien espère attirer près de 200 milliards de dollars d'investissements technologiques dans les 2 prochaines années.
dont une grande partie dédiée à l'intelligence artificielle. Google et Microsoft ont déjà annoncé des projets de centres de données, tandis que Microsoft prévoit d'investir 50 milliards de dollars sur 10 ans pour développer l'IA dans les pays en développement. De son côté, la start-up américaine Anthropic travaille avec Infosys sur des solutions destinées au secteur des télécommunications. Le conglomérat indien du milliardaire Gautam Adani a également dévoilé un plan massif de 100 milliards de dollars pour construire des centres de données dédiés à l'IA, portés par une main-d'œuvre qualifiée et un écosystème technologique en pleine expansion. L'Inde s'est déjà hissée à la 3e place mondiale en matière de compétitivité dans l'intelligence artificielle. Avec ses investissements, New Delhi espère transformer l'essai et devenir un hub incontournable de l'IA à l'échelle mondiale dans les années à venir. Enfin, à Moscou, malgré la guerre en Ukraine et un climat politique tendu, les salles de spectacle et les musées ne désemplissent pas. Pour de nombreux Russes, la culture devient un refuge, une façon de préserver une forme de normalité face à un quotidien marqué par les incertitudes. Le théâtre du Bolchoï brille dans la nuit enneigée à Moscou. À l'intérieur, les salles affichent complet. Comme Valentina Evakina, beaucoup viennent chercher ici une parenthèse. Cette spécialiste en marketing de 45 ans explique qu'elle fréquente régulièrement spectacles et opéras pour tenter de s'évader des problèmes actuels dans une Russie engagée depuis 4 ans dans la guerre en Ukraine. Depuis 2022, malgré les sanctions et l'isolement international, l'offre culturelle de la capitale ne s'est pas tarée. Au contraire, la fréquentation des musées a bondi de 30% en 2025 selon les autorités municipales. La galerie Tretiakov est bondée, les concerts affichent complets et il est presque impossible d'obtenir un billet pour l'exposition consacrée à Marc Chagall au musée Pouchkine. Pour certains visiteurs, ces lieux représentent un espace de respiration. Le photographe Victor Tchelin parle d'un complot silencieux où les visiteurs se sentent unis par la beauté, loin du flux constant de mauvaises nouvelles. Selon des sociologues, ce regain d'intérêt pour la culture traduit un besoin de filtrer l'information et de préserver sa santé mentale dans un contexte de guerre et de tensions politiques. Mais pour d'autres, il ne s'agit pas de fuir de la réalité. Irina, ancienne professeure de piano de 79 ans, confirme qu'elle sait parfaitement ce qui se passe dans le monde, mais qu'elle continue de fréquenter les expositions parce qu'elle donne envie de vivre. Entre besoin d'évasion, recherche de normalité et attachement à la culture classique, Moscou illustre ainsi une société qui tente de continuer à vivre malgré un conflit qui dure depuis 4 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne soirée.